méta-analyse que nous avons fait récemment et qui étudie la place du drainage actif de l'oreillette gauche comme décharge précoce du ventricule gauche dans le choc cardiogénique sous ECMO véno-artériel. Donc c'est une étude qui a été publiée récemment dans l'European Heart Journal. J'ai pas de conflit d'intérêt non plus. Donc de nos jours, l'ECMO véno-artériel voit une utilisation de plus en plus importante en tant qu'assistance circulatoire de courte durée dans le choc cardiogénique réfractaire au traitement médical. Cependant, les 4 essais contrôlés randomisés qui ont été publiés ces 2 dernières années n'ont pas réussi à mettre en évidence de bénéfices sur la mortalité. Ces résultats un petit peu décevants peuvent être expliqués en partie par rapport aux inconvénients liés à l'ECMO véno-artériel. Par son flux rétrograde dans l'aorte, elle génère une surcharge et une distension du ventricule gauche, une augmentation du travail du myocarde et elle est pourvoyeuse d'œdème pulmonaire. Donc pour contrecarrer ces effets et pour faciliter le sevrage de l'ECMO, les experts recommandent aujourd'hui de considérer une décharge ventriculaire gauche précoce sans spécifier la stratégie idéale ni le timing optimal pour la mise en place. Actuellement, 3 techniques sont utilisées pour décharger le ventricule gauche. On a le ballon de contre-pulsion intra-aortique qui fait l'objet d'un RCT actuellement. La décharge active de l'oreillette gauche. 2 RCT l'ont étudié et ont été publiés récemment, Early and Load et Evolve, et c'est les 2 essais que nous avons matchés dans notre méta-analyse pour essayer d'aller un peu plus loin dans leurs conclusions. Et la 3e technique de décharge du ventricule gauche, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'Impella, qui fait l'objet d'un RCT européen en cours, Unload ECMO. Donc nous avons, dans notre méta-analyse, nous avons intégré 2 essais contrôlés randomisés publiés en fin d'année dernière. Early and Load, qui a été publié dans Circulation, qui inclut des patients en choc cardiogénique sous ECMO véno-artériel sans spécifier l'étiologie du choc cardiogénique. Dans cette étude, il y avait 58 patients par bras. Et cette étude n'avait pas montré de bénéfice sur la mortalité, sur le sevrage de l'ECMO, ni même sur la durée de l'ECMO. Il n'y avait pas de bénéfice de la décharge active de l'oreillette gauche. L'essai contrôlé randomisé Evolve, lui, avait comparé des patients aussi en choc cardiogénique sous ECMO véno-artériel sans spécifier l'étiologie du choc cardiogénique. Ils étaient légèrement plus graves parce qu'ils attendaient quand même des signes de surcharge radiologique pour décider s'ils randomisaient dans le bras décharge précoce par venting de l'oreillette gauche ou s'ils restaient dans le bras contrôle. Cette étude randomisée n'avait pas montré non plus de bénéfice de la décharge active de l'oreillette gauche en termes de survie hospitalière, de sevrage de l'ECMO ou même de durée de ventilation mécanique. Les puissances étaient faibles dans les 2 RCT, puisqu'on avait 58 patients par bras dans Early and Load et 30 patients par bras dans Evolve. Et donc, pour essayer d'aller plus loin dans l'analyse de la place de la décharge de l'oreillette gauche comme décharge ventriculaire gauche, nous avons poolé ces deux études. Donc c'est une méta-analyse, donc c'est des odds ratios poolés avec leur intervalle de confiance à 95%. L'hétérogénéité avait été évaluée par l'index Higgins et c'est des analyses bilatérales avec une significativité obtenue avec un P inférieur à 0,05. Donc, concernant les caractéristiques des patients, il n'y avait pas de différence entre le groupe décharge précoce par venting de l'oreillette gauche versus groupe conventionnel. Les caractéristiques du choc et l'étiologie étaient similaires dans les 2 groupes. Concernant les résultats, donc après pooling de ces 2 RCT, on n'observe pas de différence en termes de mortalité hospitalière dans le groupe contrôle versus le groupe de décharge précoce par venting de l'oreillette gauche. Pas de différence en termes d'outcome et de pont vers la greffe ou la transplantation. Et pas de différence non plus en termes de succès de sevrage de l'ECMO véno-artériel.
Concernant les effets secondaires, pas de différence significative entre le groupe contrôle et le groupe décharge active précoce de l'oreille gauche en termes d'AVC, d'ischémie de membre, de tamponnade ou même en termes de saignement. Donc ces résultats font discuter plusieurs points. Premièrement, l'efficacité de la décharge de l'oreillette gauche en tant que décharge du ventricule gauche peut être débattue parce que c'est une technique qui peut poser des questions en cas d'absence d'insuffisance mitrale. C'est une technique qui se focalise uniquement sur la précharge du ventricule gauche, qui n'agit pas du tout sur sa post-charge. Il y a un risque inadéquat de drainage et d'augmentation de la charge ventriculaire gauche ou de thrombus de l'aorte si jamais la valve aortique ne s'ouvre pas. Par ailleurs, la balance bénéfice-risque entre la décharge active versus passive de l'oreillette gauche, pour l'instant, n'est pas clairement identifiée. Le problème de cette technique, c'est que c'est une technique qui ne permet pas un sevrage progressif de l'assistance parce que la canule placée dans l'oreillette gauche est retirée en même temps que l'explantation d'ECMO. Le deuxième point qui mérite d'être discuté, c'est que finalement, le timing optimal et le choix du device paraissent comme des éléments clés pour répondre à la question de la place de la décharge ventriculaire gauche sous ECMO. Les publications récentes des Allemands avaient montré un bénéfice de la décharge ventriculaire gauche précoce par Impella, avec une réduction significative de la mortalité. Mais nous, on n'arrive pas à montrer la même chose avec la décharge par drainage de l'oreillette gauche. Donc, on peut se poser la question, finalement, si le choix du dispositif ne va pas influencer les résultats. Et après notre méta-analyse, dernièrement, même si on a on a augmenté la puissance statistique des deux RCT, pour pouvoir montrer une supériorité en termes de résultats, il aurait fallu une diminution de 45% des outcomes, de la mortalité. Et c'est une puissance difficile à obtenir avec un taux de mortalité aussi important chez ces malades-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la décharge active du ventricule de l'oreillette gauche a une place doit être utilisée de façon courante chez les patients sous ECMO véno-artériel. Il nécessite plusieurs études sur le sujet pour déterminer si oui, il faut décharger le ventricule gauche systématiquement sous ECMO véno-artériel, premièrement, et deuxièmement, savoir quelle est la meilleure méthode à utiliser. Merci beaucoup, Aurore. Et en plus, tu es dans le timing. Ouais, cette fois-ci, Est-ce qu'il y a des questions sur ce très beau travail ? On sent qu'en plus, il a été bien reviewé puisqu'il a été publié. Donc, le sujet est très mûr. Hein, bravo. Puis bravo pour la publication. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Moi, je voulais juste une précision. Là, les décharges, c'est quel type de décharge qui est utilisé ? C'est une canule qui monte dans l'oreillette gauche, qui est connectée en Y sur la canule veineuse de l'ECMO. Donc c'est du drainage actif. Ah, d'accord. C'est pas du Rashkin ou. D'accord, je comprends mieux. Ok. Ouais. Est-ce que dans ces études, parce que nous, la décharge, on l'utilise essentiellement sur un cœur anéjectant, parce que ça, là, clairement, on a un bénéfice clinique. Sur les cœurs éjectants, c'est vrai que c'est plus discutable parce qu'on a l'impression que c'est pas du tout efficace, puis c'est un peu ce qu'on retrouve dans la littérature. Est-ce que là, sur la base de ces travaux, il n'y avait pas moyen de faire une dichotomie entre des cœurs qui étaient anéjectants en sidération post-infarctus ? Alors les deux études n'ont pas du tout étudié ça, donc on ne pouvait pas le mettre en évidence. C'est quand même dommage parce que là on fait un grand blending de tout ça et en fait c'est pas les mêmes populations. Un cœur non éjectant, il a intérêt à être déchargé. Sur un cœur éjectant, la décharge, et c'est pas les mêmes malades. Donc c'est un énorme biais ça. Mais ça, c'est les RCT en cours avec des analyses assez précises et des recueils précis qui vont pouvoir déterminer la place. Erwan Fleischer de Rennes, merci beaucoup encore pour une très belle présentation. Du coup, j'ai envie de faire la synthèse de vos deux présentations. Oui. Et dans votre expérience donc, de la littérature et puis de l'Impella que vous avez dans le Sud, là,
Vos critères, du coup, pour l'ECMELA, vous allez la mettre quand? Vous attendez, comme dans les papiers, l'apparition d'images radiologiques? Vous le faites d'emblée si la valve aortique ne s'ouvre pas? Donc vous, votre attitude Alors, avec l'Impella en décharge? Merci. Sous ECMO, déjà dans les premières heures, ce qu'il va falloir, on se focalise sur la restauration de la volémie. Parce que les patients souvent n'éjectent pas ou peu parce qu'ils sont hypovolémiques. Donc dans un premier temps, la décharge n'est pas systématique. On essaye de corriger la volémie. Et si dans les 24 premières heures, parce que quand même, je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps, si après correction de la volémie, on a un cœur qui n'éjecte pas, la valve aortique qui ne s'ouvre pas, du sludge qui apparaît dans les cavités gauches, on pose volontiers une Impella CP. Il y a des bandes de RCT qui sont en cours, là, des PHRC, et puis il y en a un qui est en cours unloading, mais c'est vrai que c'est une question qui va être très difficile à répondre entre les dispositifs et est-ce que je préviens ou je fais que quand j'ai le problème. Beaucoup d'incertitudes encore. Là, l'essai allemand déjà va répondre à la question de la décharge précoce par Impella. S'il faut le faire de façon systématique ou s'il faut le faire à la demande si apparition des signes de surcharge. Et puis pour la transseptale, peut-être que nous, ce qu'on pratique à Rennes, puis vous aussi sans doute, on fait plutôt une voie transseptale avec un ballon. C'est plus simple, il n'y a plus de dispositif en place. Donc peut-être que c'est une voie plus soft qui pourrait... Mais je pense que cette technique-là, elle n'est pas à jeter à la poubelle. Hein. C'est juste qu'elle est peut-être à privilégier lorsqu'il y a une apparition d'OAP, de surcharge des cavités gauches, mais qu'on a quand même un VG qui éjecte et une valve aortique qui s'ouvre. Parce que si jamais la valve aortique ne s'ouvre pas, on aura beau réouvrir le septum, et ben le sludge va continuer, on n'aura pas un drainage suffisamment important pour éviter la thrombose des cavités. Et puis c'est lourd là, de laisser une canule en plus. Oui. Et vous mettez d'emblée l'Impella par rapport à un ballon de contre-pulsion sur une décharge. Vous avez direct en Impella, 25 000 €, allez hop. C'est comme ça. À Montpellier, c'est comme ça. Non, si le patient n'éjecte pas, n'ouvre pas sa valve aortique, je ne suis pas sûre que le ballon qui génère un débit de 0,5 litres par minute puisse décharger suffisamment et réouvrir la valve aortique. Donc c'est vrai qu'on a... Si le patient... Maintenant, c'est vrai qu'avec l'Impella qui est beaucoup plus cher, si le patient éjecte mais pas suffisamment, on se pose la question de mettre plutôt un ballon. Parce qu'une décharge de 0,5 à 1 litre minute par ballon peut être suffisante. C'est une attitude qu'on n'avait peut-être pas avant. Maintenant, avec le coût de l'Impella qui a augmenté, on réfléchit plus comme ça. Par contre, si le patient n'éjecte pas du tout, n'ouvre pas sa valve aortique, je ne pense pas que le ballon soit suffisant pour décharger. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'études. Enfin, il y a des études comparatives ballon en décharge versus CPIA qui sont NS, enfin, à ma connaissance. Et par contre, le coût, il n'est pas du tout NS, parce qu'un ballon, ça vaut quasiment rien, c'est 150 €, et peut-être un peu plus, mais enfin, versus 25 000. Clairement, nous, on avait même eu un cas clinique qu'on avait publié comme ça, où on voyait qu'avec le ballon, on déchargeait, on mettait le ballon en première intention, éventuellement un petit fond d'inotrope pour pouvoir ouvrir la valve, et souvent 5 gamma d'obus ça suffit. Et puis quand ça marchait pas, et notamment quand on a eu du produit de contraste spontané dans le VG ou dans le lit capillaire pulmonaire, à ce moment-là on mettait l'Impella, et c'est vrai que c'est plus efficace l'Impella. C'est pas du tout le même coût. Et donc peut-être la graduation. C'est sûr qu'il faut faire une balance bénéfice-risque avec déjà les complications quand même qui sont plus importantes aussi sous Impella. Il faut savoir les gérer pour pouvoir les poser régulièrement. Et puis voilà, au vu du coût, il faut quand même mesurer et savoir si un bénéfice certain ou si le ballon plus un peu d'obus peut suffire. Ça, on le discute régulièrement. Question de Jean-Luc Fellaï. Est-ce que vous avez le micro, s'il vous plaît ? Moi, je l'ai, donc je vais commencer par poser ma première question. Vous faire ma première remarque concernant le ballon de contre-pulsion et l'Impella, concernant les coûts. Il y a aussi une question éthique. C'est vrai que quand on prend en charge un arrêt cardiaque, etc., dont on n'a pas l'évaluation neurologique, c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais peut-être qu'on va réfléchir. On va se dire, on va peut-être commencer d'abord par un ballon de contre-pulsion, faire l'évaluation neurologique avant peut-être d'aller sur quelque chose de plus lourd. Si on peut passer un cap et avoir l'évaluation neurologique comme ça, c'est peut-être pas mal aussi. Alors là, je parlais vraiment dans le choc cardiogénique. Parce que dans le contexte d'arrêt cardiaque réfractaire, sous ECMO, on ne pose pas des Impella, justement pour la raison que vous avez évoquée. Et s'il y a besoin de décharge, on mettra plutôt un ballon. Oui, ça c'est un point important, clairement. Je pense.
Il y a le Jacques Hachef en 2022 qui a comparé Impella, enfin Pivat, comme il dit, Impella et Ballon. Et quand globalement, la décharge pour eux était positive. Mais par contre, quand on compare les deux dispositifs, mais c'est vrai qu'il y avait moins d'expérience sur l'Impella avec le recul de la cohorte LSO. Il y avait quand même toutes les complications, bleeding et hémolyse qui ressortaient. Donc il y a toujours ça quand même. Puis dans le danger choc aussi, et la dialyse à 20-30%. Donc quand même, l'Impella, c'est pas sans conséquence. Ouais, pour alimenter la discussion, moi je voulais dire c'est bien qu'on ait ces 3 centres dans le sud là, qui est cette pratique de l'utilisation assez intensive de l'Impella. C'est un peu les seuls en France qui font ça, mais c'est bien parce que ça alimente le débat et le moins qu'on puisse dire c'est que Danger Shock ça répond à rien du tout et ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses quand on regarde dans le détail les données, qu'on va voir les supplemental data. On ne comprend pas très bien pourquoi finalement les malades meurent moins à 6 mois. Alors qu'à 3 mois, il n'y a aucune différence. À 2 mois, il n'y a aucune différence. Donc on se dit, l'Impella, ça doit favoriser quelque part la récupération myocardique. Et donc à 6 mois, ils doivent moins mourir de cause cardiaque. Et quand on regarde dans les supplemental data, c'est absolument pas ça. Ils meurent autant de causes cardiaques. En revanche, ils font moins de défaillance multiviscérale tardive. Voilà. Donc moi, je ne sais pas très bien ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions. Et moi, je trouve ça bien que vous, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, ayez cette pratique parce que ça fait avancer le débat, quoi. À Lyon, on en met 0, par exemple. Enfin, on a l'autorisation pour 6 par an et on en met quasiment pas, quoi. À cause du coût, notamment, comme disait Bertrand. Mais justement, en fait, pour rebondir, là, on a déposé un PHRC pour essayer de comparer la décharge précoce versus la décharge à la demande. Et en parallèle, la cohorte Impella que je vous ai montrée tout à l'heure, je souhaiterais la comparer avec une cohorte Ballon. Donc, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez participer à cette cohorte rétrospective. Merci beaucoup, Aurore, et merci pour la qualité de ce travail et bravo pour cette publication.